Bonsoir, bienvenue au groupe médecins mauritaniens officiel pour discuter de la gestion de la pandémie Covid-19 par notre pays. Ce soir, je reçois à distance du Canada, de la France et de la Mauritanie, de Nouakchott précisément, des confrères qui ont voulu participer à ces débats malgré les contraintes professionnelles, familiales et les décalages horaires. Bonsoir, docteur Raymond Najar. Bonsoir. Sans tarder, je vais présenter mes invités qui sont docteur Al-Ousseynou Sall du Canada, docteur Ahmed Amou de la France, docteur Aounen Béchir de Nouakchott qui revient de la Côte d'Ivoire, docteur Yislem Benani. Le bilan de ces jours est de 5087 cas positifs et 139 décès. Ma première question est: est-ce qu'on peut faire un bilan, quoique la pandémie n'est pas encore gérée, du Covid-19 en Mauritanie? Et est-ce que vous pouvez nous parler des mesures prises par notre gouvernement pour endiguer ou contrôler cette pandémie? Bonjour à vous, Dr Kleib. Bonjour à mes chers confrères, Dr Aounen Béchir qui m'a quitté depuis longtemps et que je n'ai pas revu. Bonjour Dr Raymond, ancien promotionnaire du lycée. Bonjour Dr Amou de France. Bonjour à tous et très ravi d'être parmi vous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers confrères. Merci Dr Kleib pour m'avoir donné en fait pour la deuxième fois l'occasion de parler de l'actualité médicale que constitue le coronavirus qui préoccupe actuellement notre pays. D'ailleurs, il préoccupe la planète entière. Et voilà, donc je salue les gens, les confrères que je vois déjà présents. Dr Raymond Najar, Dr Béchir Aounen, Dr Yislem Benani, Dr Kleib, bien sûr, l'initiateur et l'organisateur de cette rencontre. Et je pense que le Dr Sall Ousseynou, il est attendu. Il va se joindre à nous à partir du Canada, à Ottawa. Et donc, j'espère qu'il se joindra à nous. Je sais qu'il y a un grand décalage horaire, mais sa présence est presque indispensable parce que c'est lui la voix autorisée dans ce domaine. C'est le virologue du groupe. C'est son travail de tous les jours. C'est vraiment son rôle, sa participation est importante. J'espère qu'il aura l'occasion de se joindre à nous. Voilà, donc j'attends la distribution de la parole, j'attends mon rôle, j'attends Dr Kleib qui va distribuer la parole et qui va poser des questions adéquates à chacun. Donc j'attends mon tour et je vous remercie encore une fois. Merci. Nous avions eu le temps de mobiliser toutes nos potentialités de mi-mars jusqu'à fin mai 2020. Des erreurs également ont pu être notées dans la stratégie de communication et de l'information du public. Vente des masques par des ambulants, déclaration assez zélée de nos responsables sanitaires sur les chaînes publiques à la population. Le quatrième point, je dirais que la gestion du confinement, en dépit de ses conséquences socio-économiques et sanitaires très lourdes, a permis, certes, de retarder l'apparition du virus en Nouakchott, comme on l'a déjà dit, fin mai, alors que les pays voisins enregistraient pendant ce temps un nombre de cas en ascension.
Fin mai, c'est notre surprise, c'est la surprise générale, avec une flambée de l'épidémie qui dénote d'une faille dans notre système de surveillance et d'alerte épidémiologique. Mais également, et beaucoup plus grave, c'est qu'elle indique qu'il y a une insuffisance dans notre stratégie de dépistage précoce, de traçage et d'isolement des traitements des cas et par conséquent une ascension, une mortalité extra-hospitalière élevée. L'autre point que je ne manquerai pas de soulever, c'est que la circulation et la contamination du Covid-19 ne peut être limitée que par une identification précoce des formes positives et uniquement par la PCR pour le moment. Les tests TDR sont certes importants pour le suivi, le diagnostic des formes Covid-19 négatives, mais ne peut pas dépister très tôt et donc ne peut pas aider à la diminution de la circulation du virus rapidement. Une stratégie de dépistage précoce non basée sur la PCR ne limite pas la contagion rapidement et la circulation du virus. Donc si le problème des moyens se pose pour la PCR, je suggère que la prise en charge des cas Covid-19 positifs soit faite par la CNAM pour les employés et leurs familles privées et publiques qui ont souscrit à une assurance, qui ont souscrit à cette assurance médicale obligatoire. La Caisse nationale Covid-19 et les affaires sociales doivent se charger du reste de la population sans couverture pour les cas de Covid-19 positifs, à l'image de ce que font la plupart des pays dans le monde. Merci, Dr Clay, pour cette question, qui en fait c'est le nœud du problème, cette question qui concerne les mesures adoptées par le gouvernement. En fait, les mesures dans ce genre d'épidémie, elles sont de plusieurs ordres. Et elles sont imbriquées, elles sont interdépendantes, et l'efficacité des lignes dépend des autres. Et donc, ce sont des mesures d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, et surtout d'ordre médical. Et c'est de ces mesures-là que je vais parler. Et donc, peut-être que les autres, j'aurai le temps d'en parler ultérieurement. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai déjà eu à le relever lors de notre dernier entretien. Et je l'ai écrit plusieurs fois sur ma page Facebook d'ailleurs pour alerter mes collègues. Je l'ai écrit sur le site, sur la page de Médecins Mauritaniens. C'est-à-dire que la politique qui a été adoptée par le gouvernement dès le départ, je comprends les difficultés de réaliser des PCR à tout va, à grande échelle, surtout dans les villes de l'intérieur. Mais on ne peut pas laisser dire que les tests qui sont les tests qu'on appelle les TDR, les tests rapides qui sont utilisés par le gouvernement pour faire le diagnostic positif du virus, sont destinés à cette fonction-là. Je pense que c'est trop ambitieux de leur donner cette fonction au moment où leur rôle se limite tout simplement à fixer, à préciser, à apprécier le profil sérologique d'un individu, de savoir s'il a été en contact avec le virus ou non. Je dis très schématiquement la chose suivante, c'est-à-dire que ces tests-là, quand ils sont négatifs, ça ne veut pas dire que le patient n'a pas de virus, parce qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre sérologique, c'est une période pendant laquelle le virus est là, le malade, même il a des signes, les signes patents, qui peuvent être très graves, et les tests sérologiques ne sont pas encore positifs, parce que c'est le temps qui est nécessaire pour l'organisme pour sécréter, commencer à fabriquer ces anticorps, ce sont des immunoglobulines. Et donc, cette période-là, les tests sont négatifs et la maladie, elle est là. Donc, le malade, il est contaminant, il est contagieux, et les tests sont négatifs. La deuxième chose, c'est que quand ils sont positifs, on ne sait plus si le virus il est encore là ou il est déjà parti. Donc, on sait très bien que les cellules, les lymphocytes, elles gardent en mémoire le virus, elles peuvent continuer à fabriquer des anticorps quand le virus n'est plus là. Donc l'organisme se débarrasse du virus et les anticorps ils sont là. On dit au patient ah, vous êtes atteint, on va vous confiner, on va vous isoler. Et le patient, peut-être que ça fait 10 jours, ça fait une semaine qu'il il ne porte plus dans ses voies respiratoires de virus.
Donc ça, c'est quand même quelque chose quand même qui est une incohérence qui est très importante, qui est à relever. Et je comprends que le gouvernement, pour des raisons de moyens, puisse faire recours à ce genre de choses, mais voilà, le défaut de moyens ne peut pas tout justifier, ne peut pas dire, voilà, on n'a pas les moyens, donc on fait n'importe quoi. Donc ça, c'est une incohérence que j'ai relevée. Et je l'ai dit encore une fois, que le gouvernement, je comprends que dans une période, il se retrouve dans une situation où il ne peut pas avoir, parce que c'est du matériel quand même, la PCR, c'est pas comme les tests rapides, ça demande un peu des outils. Et donc pendant une période, effectivement, on peut se débrouiller avec les moyens du bord, mais on ne peut pas baser sur une politique sur le long terme, sur des données scientifiques fausses et espérer avec ça des résultats. Ça, c'est impossible. On peut faire ce qu'on veut. Les données qui sont relatées, qui sont offertes au public tous les soirs sur ce qu'on appelle le point de presse, pour moi, ce sont des données qui sont inexactes, parce qu'elles sont fondées sur des tests qui ne sont pas faits pour le diagnostic positif de la présence du virus, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une question qui me taraude, qui pour moi est très importante, et c'est laquelle j'invite mes confrères à s'exprimer, à discuter, à échanger. J'entendrai tout à l'heure, j'espère bien, notre confrère Dr Saleh Al-Huseinou, qui est virologue, qui travaille au Canada, à Ottawa, et qui va nous donner son avis. Moi, je l'ai dit juste à partir de mon expérience personnelle, parce que moi, je suis radiologue, mais j'étais en première ligne dès le départ. J'étais dans un cluster au niveau de ce qu'on appelle le Hauts-de-France, dans le nord de la France. Nous étions la zone qui est l'une les plus touchées. Et donc, j'ai eu à avoir un contact de façon quotidienne avec le virus et donc avec les échanges avec les biologistes, avec les réanimateurs et tout cela. Donc, on a accumulé quand même une certaine expérience qui nous a permis d'avoir une idée claire sur la prise en charge de cette pandémie, et qui est basée sur des consensus médicaux, sur des protocoles médicaux clairs, et qui ne peut pas s'inventer. On ne peut pas improviser une politique et la baser sur des données qui sont fausses, pour la simple raison qu'on n'a pas les moyens. Donc ça, je le dis, je le répète encore sur ce forum, et j'aurai l'occasion de peut-être de parler d'autres sujets. Voilà, donc je laisse la parole aux autres. Oui, je vois que Dr Nejar, mon ami et mon tuteur, est en train de s'impatienter. Je vais lui laisser la parole. Rebonsoir à tous. Merci, Dr Kleib. Alors, merci à tous les participants, surtout, de faire en sorte que nous nous retrouvions ce soir entre amis. Et surtout, entre anciens amis. Je peux même dire amis du lycée, comme c'est le cas pour le docteur Yeslem, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver ce soir, puisque je ne l'ai pas vu depuis mes années de lycée. Alors, c'est un grand plaisir, je suppose, partagé. Je suis aussi très heureux ce soir de retrouver autour de cette table pour ce débat le docteur Béchir Aounen et le docteur Ahmed Hamou et le docteur Saleh Al-Huseinou Du Canada. Qui nous vient du Canada et que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure. Alors, merci à eux tous. Ce débat très intéressant, comme l'a dit le docteur Kleib, mon ami, mon jeune ami, mon frère, le docteur Kleib, qui me présente comme son tuteur pour me faire un grand honneur. Ces débats qu'il organise sont organisés de main de maître, ils sont toujours très intéressants. Et ce soir, tout particulièrement, je le remercie pour ce thème pertinent. Dans ce débat ce soir, il s'agit de faire une mise au point, ou plutôt de faire le point sur l'évolution de la Covid-19 dans notre pays. Ce débat sera, j'en suis sûr, très constructif et sans aucun doute de bonne foi. Nous souhaitons tous, et je parle au nom de tous mes amis autour de cette table, nous souhaitons tous le meilleur pour notre pays et le meilleur pour la santé de nos concitoyens. Alors je voudrais, sans perdre trop de temps, remercier surtout le docteur Hamou pour tout ce qu'il vient de dire, et en particulier sur la problématique des tests de dépistage ou de diagnostic dans notre pays.
Même si cela va ressembler à de la répétition, il est important de le dire. Aujourd'hui, la pratique des tests PCR, c'est-à-dire des tests réalisés par recouvillonnage nasopharyngé. Je m'excuse de répéter tout cela, cela fait scolaire et enfantin, mais je pense que pour l'ensemble des auditeurs, c'est important. Donc les tests au PCR, ce sont des tests qui se pratiquent par prélèvement nasopharyngé. Même si ce test devient de plus en plus rare dans la pratique sanitaire de la Covid-19. Et cela, cette rareté se fait en faveur du test diagnostic rapide ou test sanguin. Or, comme l'a dit le docteur Amou, les tests PCR, le test au PCR, est un test qui signe la présence du virus dans l'organisme et donc l'éventuelle contagiosité d'un individu. Alors que le test sanguin, par piqûre, puis ensuite on met la goutte de sang, alors que le test sanguin, lui, ne met en évidence que la trace du contact avec le virus et qu'il ne permet en aucun cas de signer la contagiosité réelle d'un individu. Sous d'autres cieux, ailleurs, dans d'autres pays, la pratique d'un test de diagnostic rapide, c'est-à-dire d'un test sanguin, qui s'avérerait positif, impose la confirmation immédiate par un test virologique au PCR. Donc, deux questions pour moi, immédiatement et comme ça, pour débuter ce débat. Combien de nos concitoyens qui sont déclarés positifs au Covid par test sérologique, combien ne seraient en réalité que des sujets ayant développé des anticorps immunisants? Et la deuxième question, ne serait-il pas plus intéressant, voire plus judicieux, à ce stade de l'évolution de cette épidémie dans notre pays, de revoir la politique sanitaire de pratique des tests? Mon nom c'est Alhousseynou Sall, je suis mauritanien et je suis titulaire d'un doctorat en virologie moléculaire sortant de l'université Claude Bernard de Lyon en 2004. Et depuis 2005, je travaille au Canada. J'ai travaillé dans différents laboratoires du Canada, à l'université de Sherbrooke. J'ai travaillé aussi à Vancouver, au St. Paul's Hospital, à l'université de British Columbia. Et plus récemment, je travaille au niveau du gouvernement fédéral du Canada. Et j'ai travaillé sur différents projets en virologie. Et là, présentement, je suis gestionnaire de projet au niveau du fédéral en santé environnementale. Voilà. Permettez-moi avant tout d'adresser mes très sincères salutations à tous les invités et tout particulièrement à Dr Kleib pour l'honneur qu'il m'a fait de participer à cet échange, aussi important de par les grandes personnes qui y participent, mais aussi de par la situation sanitaire dans laquelle nous vivons actuellement. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, je me permets d'abord de dire qu'il ne s'agit pas ici de trancher entre l'usage du test de la PCR et le test de sérologie. C'est plutôt de savoir quand est-ce qu'il faut appliquer l'un et ou l'autre test, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut appliquer la technique de la PCR, quand est-ce qu'il faut appliquer les tests sérologiques et quand est-ce qu'il faut utiliser les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le test de PCR est un test direct. Direct parce qu'il permet de détecter la présence du virus à l'instant T, à l'instant où le prélèvement a été effectué. Alors que le test sérologique, c'est un test sanguin qui permet de détecter des anticorps de classe IgM et IgG qui sont spécifiques au virus. Donc, le test sérologique ne peut pas remplacer le test de PCR, mais il peut être utilisé pour des patients qui sont symptomatiques, que ce soit des patients hospitalisés ou des patients qui sont en suivi ambulatoire et pour lesquels le test de la PCR s'est avéré négatif. Donc, c'est une sorte
une manière de dénicher d'éventuels faux positifs ou faux négatifs. Il faut également utiliser, on peut également l'utiliser en diagnostic de rattrapage, c'est-à-dire pour des patients symptomatiques hospitalisés ou des patients symptomatiques en suivi ambulatoire, chez qui le test de PCR n'a pas pu être réalisé, avant les 7 jours. On peut également se servir de ce test-là chez des professionnels de la santé, des soignants et des personnes en hébergement collectif, en complément d'un test de PCR qui s'est avéré négatif. Et il faut également savoir que le test de sérologique ne peut être appliqué qu'après 3 jours de symptômes, puisque c'est à partir de cette période seulement que les anticorps apparaissent. Donc si on l'applique avant, on risque de ne rien trouver. Donc on va tomber sur des faux négatifs. Donc on estime d'ailleurs que la fiabilité des tests sérologiques est d'environ 80 à 90% après les 15 jours et qu'elle peut aller jusqu'à son seuil, je veux dire entre 90 et 100% à partir de la 3e semaine. Mais je comprends que nous avons, comme je l'ai dit, le virus a surpris tout le monde. Nous avons certainement en Mauritanie des problèmes de disponibilité de tests, des problèmes de disponibilité d'équipements adéquats pour l'assistance, la réanimation assistée en cas de détresse respiratoire. Et ceci a été le cas de plusieurs pays. Et je crois que la stratégie qui a été adoptée au départ est tout à fait appropriée, à savoir fermer les frontières, fermer tout, etc. Et la preuve est qu'on a eu une période d'accalmie très importante. Cette période, malheureusement, a été suivie par une augmentation spectaculaire du nombre de cas, du nombre de décès, etc., qui est certainement due à beaucoup de facteurs, et qui, malheureusement, intervient aussi toujours dans le contexte où il n'y a pas suffisamment de moyens de diagnostic ni de prise en charge. Tout simplement parce que, au niveau mondial, il y a une pression terrible sur les équipements appropriés, sur les tests, etc. Vous avez bien appris, comme moi, comme tout le monde, qu'au début, des avions qui transportaient des masques pour des pays ont été détournés pratiquement, vidés de leur stock par d'autres pays dans lesquels l'avion a fait escale, etc. Donc vous comprenez que c'était vraiment la débandade, et c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Évidemment, dans ce contexte, les pays faibles comme le nôtre, leur chance reste très limitée. C'est pourquoi j'ai dit, sans être trop long, que dans ce contexte-là, le plus important, à mon avis, c'est de faire 2 choses. La première, une bonne communication pour que les gens comprennent très bien les risques, les enjeux, etc., comment se protéger et tout, les mesures barrières notamment. Et la deuxième, c'est que assigner au secteur de la santé la première mission du secteur de la santé, à savoir sauver les vies. Sauver les vies. Et ça suppose qu'il faut disposer des équipements techniques, du personnel formé, des équipements de protection pour ce personnel, les tests de diagnostic, les médicaments pour la prise en charge. Cet arsenal-là est plus important de mon point de vue que la phase préventive, surtout à cette étape où nous sommes déjà dans une situation où le virus circule librement, en tout cas à Nouakchott et peut-être même au-delà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le focus doit être sur ça, doit être sur la capacité du système de santé à prendre en charge les cas graves, les cas compliqués, les cas symptomatiques, et ne pas trop se distraire, les cas compliqués, les cas symptomatiques, et ne pas trop se distraire avec les cas asymptomatiques, en sachant d'ailleurs que beaucoup de pays ne se sont pas occupés des cas asymptomatiques. On peut bien dire, nous avons notre particularité, les gens sont inconscients, etc. Mais je crois, moi, que notre système de santé n'a pas la possibilité à la fois d'adresser les problèmes des asymptomatiques, les garder en confinement pendant 30 jours ou 40 jours, etc., sachant que la plupart d'entre eux ne développeront aucun symptôme et ne courent aucun risque, pendant que nous avons des malades qui sont à risque grave et sur lesquels on devait faire notre focus. Voilà, sommairement, mon point de vue sur cette question, sans vouloir m'étaler sur beaucoup de choses. En un mot, focus surtout aujourd'hui sur les malades symptomatiques. Et que la communication joue son jeu,
avec des stratégies appropriées pour la sensibilisation afin de promouvoir les mesures barrières et les mesures d'hygiène globalement. Très bien, j'ai bien compris. Alors, même si je partage tout ce qui a été dit, je reste quand même un partisan de la prudence. Je crois que malheureusement, nous avons une population qui est beaucoup moins accessible à la communication que beaucoup d'autres populations par ailleurs. Peut-être est-ce dû à la politique de communication. Peut-être aussi que cela est dû à notre population elle-même, qui est moins accessible et surtout plus réfractaire à recevoir les messages. Donc, soyons patients. Donnons-nous le temps, n'allons pas trop vite. Ce n'est pas en voulant confiner ou déconfiner à tout prix et lever toutes les barrières à tout prix, à l'instar de ce qui s'est fait dans certains pays d'Europe ou d'ailleurs, que l'on gagnera quelque chose. Regardons le pays du Nord, le voisin marocain par exemple, il n'est pas pressé de déconfiner, il a fixé des limites, il a fixé des dates, l'espace aérien sera ouvert le 15 juillet, et bien alors, rien ne presse, il faut prendre le temps. Et il faut surtout, j'ai retenu, et je voudrais revenir juste un dernier mot pour conclure sur ce que disait Dr Béchir, il faut savoir aussi transférer une autonomie aux régions afin que ces régions puissent elles-mêmes gérer la politique sanitaire des tests, de la pratique des tests et de la supervision pour l'épidémie. Alors, pour conclure, un petit mot simplement, il ne faut pas se précipiter. Nous avons bien géré cette épidémie depuis le début et nous continuons à bien la gérer. Finissons bien, adaptons-nous aux exigences et s'il est une exigence, c'est bien celle de replacer les tests PCR dans leur droit. Remettons les tests PCR à l'endroit, au bon droit, à l'endroit où il faut les mettre par rapport aux tests de diagnostic rapide. Et la prudence, c'est quand même elle qui doit nous guider. La partie où vous êtes... Oui, cela permettrait de désengorger énormément le système de santé qui aujourd'hui semble saturé. Et cela permettrait aussi de faire retomber le stress de nos concitoyens, de certains de nos concitoyens qui le souhaiteraient. Et cela leur permettrait d'aller se faire tester sur simple prescription médicale. Quant à la prise en charge de ce test, eh bien, évidemment, comme on l'a déjà dit, comme je pense le docteur Yeslem en a parlé, il s'agit de l'organiser, mais il s'agit là d'un tout autre débat. Terminé. Un déconfinement, et je rejoins ici le problème du déconfinement, je dirais qu'un déconfinement se prépare et ne s'institue pas malheureusement. Il ne faut pas que le déconfinement soit institué, des gens qui sont confinés depuis 5 mois, pour les déconfinements, il faut une stratégie de déconfinement et si elle n'est pas bien instituée, nous aurons des conséquences d'un déconfinement mal préparé. Et même ceux qui l'ont bien préparé, vous voyez ce qui se passe. Regardez un peu autour de vous. Merci. Je vous remercie. Docteur Al-Ousseynou Sall, j'ai visité votre page Facebook et je suis surpris par tout ce que vous faites au profit des populations de votre village et des autres villages environnants grâce à votre association. Est-ce que vous envisagez de revenir en Mauritanie et quand? Une très bonne question. Quand est-ce que je vais revenir en Mauritanie ou venir en Mauritanie? Parce que revenir, j'imagine que c'est pour m'y installer. Et venir, c'est peut-être venir visiter la famille comme je le fais depuis tant d'années maintenant, un peu plus de 20 ans que je suis à l'étranger. C'est toujours un rêve pour moi de pouvoir revenir un jour travailler dans mon propre pays parce que le Canada est mon pays adoptif, mais la Mauritanie reste quand même mon pays de sang et le pays que j'aimerais autant servir avant la fin de ma carrière. Mais comme vous le savez, on dit souvent l'homme propose et Dieu dispose. J'ai jamais encore eu une opportunité qui me permettrait de rentrer dans mon pays. Et de ce fait, c'est un grand point d'interrogation pour moi. Je reste disponible et disposé à aider mon pays, mais tout dépendra
de ce qui va se présenter, des opportunités qui vont se présenter pour moi. Il y a bien des questions que je reçois de ce genre, puisque je suis à l'étranger, je travaille dans le domaine de la santé, et plus particulièrement dans cette situation de grande pandémie où l'idéal serait d'avoir des Mauritaniens qui travaillent pour la Mauritanie. Je suis sûr qu'il y a des gens comme vous qui sont restés au pays, qui travaillent, que j'envie vraiment, qui ont eu cette chance et que malheureusement pour d'autres comme moi sont forcés à l'exil. Donc, mais on essaie quand même à travers des situations comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de pouvoir contribuer un peu pour aider la population parce que, comme on le dit souvent, on est toujours mieux chez soi. Donc je suis là et puis j'espère pouvoir un jour, avant la fin de ma carrière, trouver cette opportunité de rentrer dans mon pays et autour de la famille et puis pouvoir travailler dans mon propre pays. Ma dernière question, on commence à nous lasser, nous citoyens, des différentes restrictions et du confinement entamé depuis le mois de mars. Et surtout en cette période des guettements, est-il sage d'envisager un déconfinement? Oui, par rapport à ta question sur la Guetna et le Khrif, évidemment, quand vous dites un Mauritanien, est-ce que vous allez à la Guetna ou à le Khrif, je dois vous avouer moi-même que la tentation est là. La tentation est là. Et je pense aussi qu'il y a une autre dimension non moins importante, c'est que nous sommes quand même depuis 3 à 4 mois dans cette situation de semi-confinement, que je vais dire comme ça, et qui a des répercussions évidentes sur l'économie, sur la vie sociale, la vie économique des gens, sur leur survie, sur un autre plan, sur leur survie. Pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons économiques, financières, etc. Donc, oui, je pense qu'il faut à un moment donné lever ces barrières, lever ces contraintes-là et trouver les moyens de cohabitation avec ce virus. En priant pour que lui-même il change d'attitude et qu'il disparaisse de lui-même ou que sa contagiosité affaiblit. Il y a encore beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent mettre fin à l'épidémie dont on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Ceci étant, à mon avis, il y a quand même des préalables. Le premier préalable, c'est que les services décentralisés de la santé, au moins à l'échelle régionale, doivent disposer de moyens de diagnostic. Un déconfinement, et je rejoins ici le problème du déconfinement, je dirais qu'un déconfinement se prépare et ne s'institue pas malheureusement. Il ne faut pas que le déconfinement soit institué, des gens qui sont confinés depuis 5 mois, pour les déconfinements, il faut une stratégie de déconfinement et si elle n'est pas bien instituée, nous aurons des conséquences d'un déconfinement mal préparé. Et même ceux qui l'ont bien préparé, vous voyez ce qui se passe. Regardez un peu autour de vous. Merci. Je vous remercie. Merci à tous pour votre disponibilité et votre patience. Ravi de cet échange très fructueux qui m'a appris beaucoup de choses et je vous dirai au revoir et à bientôt, chers confrères. Merci beaucoup. Merci Dr Kleib, merci Dr Raymond Najjar, merci Dr Ahmed Amou de France, merci mon ami et Dr Béchir Onen. Voilà, donc je pense que je trouve que ça a été très utile. C'est un échange extrêmement fructueux qui a touché tous les aspects de la question, surtout nos aînés et qui ont une grande expérience épidémiologique, Dr Isrim El-Cheikh El-Bennani et Dr Béchir Onen, qui sont chacun a une grande expérience dans les grandes épidémies, dans les études épidémiologiques. Et donc, leur participation à cette discussion était décisive. Et je remercie encore Dr Najjar pour son témoignage personnel, parce qu'il a été des deux côtés de la barrière. Il est médecin et puis il a été malade aussi. Donc, son témoignage sur ses conditions et sur la maladie était précieux.
était unique d'ailleurs, parce qu'il faut les vivre pour savoir comment ça se passe. Et Dr Housseinou Sall aussi, qui est lui-même qui est la voix la plus autorisée parmi nous pour parler de cette question, qui est la virologie en fait, qui est sa spécialité, qui est son travail de tous les jours. Et je pense que voilà, quand il parle, il faut que les autres se taisent. Nous, on est là que juste pour apporter un témoignage, chacun de son angle, mais la participation de Dr Sall, Dr Housseinou Sall, est la plus décisive et la plus crédible. Voilà, merci encore une fois pour le Dr Kleib d'avoir initié cette rencontre, de l'avoir organisée. Je sais que c'est très compliqué, mais il a des talents multiples, Dr Kleib, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je sais qu'il va réussir cette mission comme il en a réussi d'autres. Et je vous remercie et bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, merci beaucoup pour cet échange très fructueux. J'ai appris plein de choses de vous. J'espère qu'il en est de même pour les autres. Et je suis ravi de faire votre connaissance aussi. J'espère qu'on va continuer à échanger non seulement sur des sujets pas seulement en rapport avec la COVID-19, mais aussi qu'on aura échangé sur autre chose. Pour moi, c'est une façon d'apprendre encore parce qu'on n'apprend jamais assez. Et avoir des opportunités comme ça, d'échanger, ça va servir pour moi, c'est une sorte de fenêtre qui me permet un peu de voir et de savoir à peu près ce qui se passe chez nous. Depuis que j'ai joint le groupe des Mauritaniens, des médecins mauritaniens, j'apprends de plus en plus des choses, de la situation, des choses que je ne connais pas, des choses de comment ça fonctionne au pays. Et merci encore à Dr Kleib pour m'avoir donné cette opportunité. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres sujets. Bon, les amis, c'était un grand plaisir de faire cette séance avec vous. Et je suis surtout content d'écouter vos points de vue et m'enrichir de vos expériences. Et c'est avec un grand plaisir, espérant et priant pour que la Mauritanie puisse venir à bout de cette épidémie très rapidement. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne nuit à tous, merci à tous les amis, merci pour les retrouvailles et merci Dr Kleib pour tout ce que tu fais pour que la santé puisse s'améliorer dans notre pays. Merci beaucoup.